Donc cette réunion de PLU est la deuxième que l'on fait avec Ange Sartori et avec Charline Motegani qui sont ici, qui sont les éléments qui suivent notre PLU depuis que nous avons relancé la procédure, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un an. L'objectif étant d'avancer sur une politique au départ qui est la politique de la station, la politique qu'on a souhaité mener sur les trois piliers que vous connaissez du développement durable, c'est-à-dire l'économie, l'environnemental et le social. L'économie, c'est quoi? C'est d'abord savoir combien on a de lits. Alors d'aujourd'hui, on fait partie d'une commission nationale qui s'appelle France Tourisme Ingénierie, et 13 stations en font partie, et dans ces 13 stations, on bosse beaucoup avec Atout France. Atout France qui est le moteur de l'économie touristique en France, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver d'ailleurs. Cette association qui connaît exactement le nombre de lits de chaque immeuble de la station nous a permis de dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 26 000 lits sur la station en total, alors que souvent on parlait de 33 000, 32 000, on ne savait plus trop. Le vrai nombre de lits aujourd'hui, c'est 26 000. Sur nos 26 000 actuels, on a 8 000 lits commerciaux qui chauffent. On a une perspective dans les 2 ou 3 ans qui arrivent de perte encore de pas mal de baux, notamment les derniers baux qu'il y a sur Pierre et Vacances, Maeva et d'autres. Et puis aussi, vous le savez comme moi, une perte d'hôtels qui se transforme en appartements. Donc une perte de lits chauds qui sera compensée par une création de nouveaux lits. Et dans le nouveau PLU que nous allons vous présenter tout à l'heure au niveau du zonage, on a prévu 3800 lits touristiques, ce qui fait qu'on arrivera bon an mal an à peu près 12 000 lits, ce qui n'est pas les objectifs du SCOT, puisque dans le schéma de cohérence territoriale du territoire, de l'Oisan, eh bien, on a mis que les stations de montagne devront viser 50% de lits commerciaux à terme. Nous n'y arriverons pas, mais il faudra que l'on travaille beaucoup avec les rénovations, avec les propriétaires aujourd'hui d'hôtels. Certaines clauses ont déjà été rajoutées dans le schéma de cohérence territoriale, comme par exemple le fait qu'un hôtel de plus de 500 m² ne puisse pas être transformé en autre chose qu'un lit commercial, de façon à pérenniser les lits. Et tous les lits que l'on cherche à construire sont toujours liés avec ce qu'on appelle une convention low-montagne, c'est-à-dire une convention qui acte une durée de location des lits, bien sûr la plus longue possible, parce que c'est l'intérêt de la station de ne pas créer de résidence qui, au bout de 9 ans, se transforme en lit plus ou moins froid. Alors on parle beaucoup de réchauffer les lits, on parle beaucoup, et cette commission, je vous disais tout à l'heure, je l'évoquais, France Tourisme Ingénierie, eh bien, a comme vocation d'essayer de transformer, bien sûr, les lits froids en lits chauds. C'est très facile à dire comme ça, c'est très difficile à faire, on le sait tous, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes pour la plupart dans des copropriétés, eh bien, mélanger des groupes avec des familles qui soit habitent, soit louent, c'est toujours difficile. Donc, il nous faut des espaces pour qu'on puisse louer aux familles et des espaces qui soient affectés à une clientèle de groupe qui, malheureusement, est nécessaire à l'intersaison. Alors, c'est vrai aussi qu'on se bagarre pour se prendre les clients entre stations de sport d'hiver. C'est évident. Sauf qu'aujourd'hui, quand Val Thorens a 24 000 lits commerciaux et puis qu'il dépose encore des dossiers pour en créer 3 000 de plus, vous vous doutez bien que nous, avec nos 8 000, eh bien, on ne fait pas le poids pour pouvoir derrière investir au niveau des remontées mécaniques et investir au niveau de nos commerces pour la montée en gamme. Donc pour l'aspect touristique, on a besoin de lits, pas de lits à n'importe quel prix. Ce qui se fait souvent en rénovation sur l'Alpe, je pense c'est une bonne chose. Et justement, cette rénovation, elle sort aussi par la création de nouveaux lits. L'aspect environnemental, c'est la partie qui concerne plutôt la colonne vertébrale de notre PLU. La colonne vertébrale, c'est quoi? Eh bien, c'est depuis toujours, depuis 15 ans on en parle, c'est le télécabine qui partira d'Huez à terme et qui arrivera au Berger. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'entre vous l'ont découvert à partir du Vieil-Alpes, et c'est une nouvelle dynamique du coup qui se crée, puisque le Vieil-Alpes est maintenant à 5 minutes du domaine skiable, et c'est un vrai plus pour ceux qui investissent là-bas ou ceux qui habitent là-bas. Donc continuons comme ça, les clauses ont une portée maintenant de télécabine aussi, et je ne doute pas qu'une fois qu'on sera à Huez, donc l'année prochaine on fera les bétons, l'année d'après les bennes, eh bien le trajet jusqu'à Bourdoisan sera évoqué
parce qu'on ne pourra pas dans l'avenir continuer à laisser monter 500 voitures le matin et 500 voitures redescendre le soir sans faire quelque chose pour éviter toute cette déperdition d'énergie et pour limiter les voitures. Donc ça, c'est l'aspect développement durable qui se confirme et qui se concrétise aussi lorsque vous avez une création de toit à 2 pans sur une toiture plate comme chez nous. Eh bien, c'est toute la partie des mètres carrés qui sont vendus qui derrière servent à la rénovation, mais servent aussi à l'isolation des bâtiments. Et ça, c'est une très très bonne chose et je souhaite que tout le monde, tous les propriétaires, puissent en profiter. Ensuite, la partie sociale, c'est la partie souvent la plus délicate. Chez nous, vu la proximité de Bourg et les 500 voitures qui montent et qui descendent, eh bien aujourd'hui, on parlait de la Poste tout à l'heure, mais on peut parler de l'école demain. On a une perte d'habitat permanent qui, d'abord, le côté pervers de la construction et de la montée en gamme fait qu'aujourd'hui, une acquisition sur l'Alpe est onéreuse. Et par contre, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir construire des logements sociaux adaptés à un tarif correct. C'est le projet que l'on avait sur la Sainte-Coda au virage 2. Malheureusement, le permis est tombé et il faudra recommencer avec cette société-là qui, pour l'instant, a pas mal de bouleversements au niveau de sa direction. Donc, je ne sais pas quand on aura une vision un peu plus correcte et un peu plus à long terme avec eux. Mais vous verrez dans les zones que l'on va discuter après, on a prévu un espace pour que les propriétaires puissent demain construire et on l'espère bien sûr construire de l'habitat permanent parce que c'est ce qui nous manque. On a réglé une partie du logement dit saisonnier, des personnes qui vont travailler puisque depuis 2015, depuis que notre dernier PLU était sorti, toutes les constructions de résidences de tourisme et d'hôtels ont une obligation, c'est de créer des logements pour le personnel et leur personnel. C'est ce qui a été fait au Daria, c'est ce qui est en train de se faire au Club Med pour l'été 2020, puisqu'ils ouvriront en décembre 2019 et en été 2020 pendant 3 mois pour l'été, en essayant de pérenniser justement du personnel à l'année. Donc toutes les constructions doivent avoir maintenant 2 choses. D'abord, des lits pour les employés, pour tous les agents qui travaillent dans ces hôtels ou résidences, mais aussi des parkings. Et les parkings aujourd'hui, vous le savez comme moi, puisqu'on le subit tous, on est en manque cruel de parking, on a 1000 places. Notre objectif, c'est d'en avoir un peu plus de 2000, avec à chaque fois que l'on fait un dossier, une mise en place de parking souterrain. C'est 450 vers les Bergers, 320 sur l'arrière du palais, et à peu près 160, pour l'instant c'est pas défini exactement, sur la place Paganon vers le Gaillard. Donc tout ça pour justement faciliter un petit peu la circulation dans l'Alpe. Et le télécabine qui est né cette année au mois de décembre entre le Vieil Alpes et les Bergers a montré son intérêt pour toutes les personnes qui habitent un petit peu tout au long. Alors aujourd'hui, Ange, on va passer maintenant à l'étape de définir avec Ange et Charline le contenu de ce qu'il est possible de faire sur une carte à l'échelle de la commune. C'est pas toujours facile parce que vous êtes souvent tenté de faire des sous-zones et de pouvoir faire plaisir à telle et telle personne ou de pouvoir faire en sorte qu'un dossier puisse sortir. Or, l'objectif, c'est pas ça, c'est d'avoir des zones la plus large possible avec des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Et vous verrez que c'est pas facile toujours à réaliser, mais ce qui est certain, c'est que on va pas arrêter ni ce soir, ni lorsque le PLU sera arrêté le 20 mars, on ne va pas arrêter la discussion et les échanges. C'est-à-dire que ceux qui auront des besoins, ceux qui auront des remarques à nous faire, pourront le faire bien sûr pendant l'enquête publique. C'est justement fait pour ça et pour qu'on puisse éventuellement répondre positivement, si c'est possible, à leurs demandes. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, en remerciant Ange et Charline du travail qu'ils font. On a recommencé, vous allez le voir, sur pas mal de zones, un travail complet, en supprimant pratiquement toute une zone sur les passos, dans le sens de dire qu'on minimise l'emprise sur la nature. On est passé en commission CDPNAF, pour ceux qui connaissent, c'est la protection, la limite de l'emprise sur la nature pour le SCOT. On a eu un avis favorable à l'unanimité vendredi dernier.
Donc on a 100 hectares qui a été annoncé aujourd'hui dans le SCOT de Loisan, et pour vous dire, nous, commune d'Huez, aujourd'hui on est plutôt bons élèves, puisque on s'est limité à 4 hectares d'emprise sur la nature dans tout le projet que l'on va vous présenter. Je vais laisser la parole à Ange et puis ensuite on pourra échanger. L'aménagement du territoire. C'est une opération qui est toujours délicate parce que dans l'organisation du territoire français, du cadre législatif qui est le nôtre, on demande aux collectivités plus ou moins importantes de s'organiser en matière d'aménagement du territoire, mais bien sûr qu'il est nécessaire de le faire, et on le fait principalement sur des terrains privés. Donc il y a un paradoxe entre le fait d'être propriétaire et puis quelque part de subir un document ou les effets d'un document qui font que mon terrain il est constructible ou mon terrain il n'est pas constructible. Donc d'où cette idée effectivement de concertation, mais dire aussi que la situation est plus complexe. Ce n'est pas l'idée d'une distribution de chocolat, tout le monde l'a bien compris, et que dans le cadre de l'aménagement du territoire français, il y a beaucoup de choses ont changé depuis quelques décennies d'ailleurs, et qui nous impose peut-être d'avoir un autre regard, qui est d'ailleurs un regard d'actualité. Il suffit d'ouvrir son poste, lire les journaux, suivre un peu l'actualité. Quand on parle de dérèglement climatique, quand on parle de problèmes énergétiques, quand on parle du coût de l'énergie, tous les soucis que l'on a aujourd'hui et qui sont largement médiatisés, on les retrouve quelque part dans la notion d'aménagement du territoire. Alors l'aménagement du territoire, il ne va pas tout résoudre, mais il contribue dans notre forme de vie, d'organisation, à peut-être à nous préparer un peu mieux demain aux difficultés que l'on va rencontrer. Parce que sans être pessimiste, il y aura effectivement des difficultés, et on le sent venir d'ailleurs dans tous les sujets, les grands débats qui sont lancés, etc. Donc ce n'est pas l'objectif de ce soir, mais pour vous dire que dans ce nouveau document, il y a des préoccupations qui ont été prises en compte, qui peut-être, il y a encore quelques années, n'étaient pas au cœur des débats. Et notamment les questions environnementales, qui sont essentielles, l'environnement au sens large, pas uniquement les questions de biodiversité, mais tout ce que cela comporte, la ressource, le paysage, la pollution, etc. Donc tous ces sujets-là sont devenus aussi des textes de loi qui s'imposent à nous, parce qu'ils ont été votés, comme le Grenelle, ou on peut citer bien d'autres textes, avec des notions qui se sont renforcées très fortement, avec des préoccupations importantes. Et tout à l'heure, le maire a évoqué un chiffre sur la consommation de l'espace en disant qu'on était raisonnable. Il y a deux notions qu'il faut retenir. Peut-être qu'on s'est mal développé dans les décennies qui viennent de s'écouler, peut-être qu'on nous a laissé penser qu'on pouvait faire comme ci et comme ça. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en France, on s'est largement diffusé, en dehors des grandes villes, bien sûr. Et cette diffusion d'urbanisation, elle est en train de nous poser des problèmes très importants. On le voit d'ailleurs qui ressortent, parce que le coût du déplacement, les pollutions que ça peut créer, etc., l'impact sur la nature, l'impact sur l'agriculture, et bien d'autres. Donc c'est des sujets qu'on a évoqués certainement un peu plus en profondeur dans la première réunion. Et pour vous dire que dans le travail qui doit être fait ici, tout doit être effectivement partir d'une logique et dans le projet politique qui peut être proposé. Projet politique au bon sens du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail a été fait d'un état des lieux sur ce que représente aujourd'hui Huez, et essayer de se projeter un petit peu sur des perspectives d'évolution. Sur ce diagnostic, on a tiré des enjeux qui ont nourri aujourd'hui un projet politique qui a été présenté en fin de réunion la dernière fois, qui s'appelle le projet d'aménagement et de développement durable. Et ce projet d'aménagement et de développement durable, il comporte le terme de durable. Développement durable, qu'on mange un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui, il n'empêche qu'il s'impose à nous. Et sans faire les savants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, peut-être qu'il faut qu'on imagine de nous développer un peu plus raisonnablement demain, et de comprendre pourquoi on se développe dans telle direction et pas une autre, et qu'est-ce qu'on prend en considération pour essayer de limiter aussi l'impact sur notre environnement. Tout simplement, c'est ça. Et c'est ce qu'on vous demande, vous, habitants de Huez en particulier, et de justifier dans ce projet politique, ce projet de territoire.
Donc sur ce projet d'aménagement et de développement durable qui a été expliqué la dernière fois, il y a deux concepts très simples. C'est de se dire aujourd'hui, la question est posée, que sera UES demain, la station d'UES, avec, j'allais dire, les enjeux climatiques qui sont devant nous, les enjeux énergétiques, et beaucoup de choses à prendre en considération, les enjeux en matière de biodiversité aussi, et comment se positionner pour essayer que le fonctionnement de cette commune ait encore du sens d'ici 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qui va se passer devant nous? Alors, il semblerait que la façon dont on s'est développé, ou cette station s'est développée, elle a certainement permis à ceux qui habitaient là, ceux qui sont venus s'installer, de fonctionner, de développer des activités. Merci à tous ceux qui ont eu leur résidence secondaire ici, qui ont pu faire tourner cette station. Merci à ceux qui viennent aussi l'hiver et qui commencent à venir maintenant l'été aussi pour faire fonctionner cette station. Mais on se doit aussi de se poser un certain nombre de questions. Et c'est ce qu'ont souhaité le faire, je dirais, les élus de cette commune, en essayant de tracer quelques axes de vérité sans avoir aussi toutes les certitudes de la terre, bien sûr. Donc la première des choses, c'est toujours un peu le principe de précaution qu'on doit prendre et de réfléchir pourquoi on va investir tel ou tel espace et surtout pour y faire quoi. Donc l'idée d'être une station demain, qu'est-ce qu'elle va représenter? C'est un des, je crois, des premiers axes de ce discours politique. Le deuxième axe, c'est de se dire on ne veut pas que ce soit une station dortoir, il y a des gens qui y vivent et on voudrait que ça soit aussi un lieu de vie à l'année. Et peut-être que, j'en sais rien, d'ici 15 ou 20 ans, il fera peut-être un peu plus chaud en bas, peut-être un peu plus pollué, et puis le fait qu'on pourrait aussi vivre une partie de l'année ici, dans ces bienfaits de la montagne. Voilà, je cite cet exemple le plus concret pour le dire, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui y vivent, qui travaillent ici, et on veut, je pense, ceux qui habitent là, pérenniser cette situation. Quoi de mieux que d'avoir des enfants qui vont à l'école, etc. Et j'en passe des meilleurs, des commerces qui fonctionnent. Voilà, une vie, des équipements, un véritable lieu de vie en fait. Hein, voilà. Alors bien sûr qu'on n'aura pas tout, on ne peut pas répondre à tous les besoins. Et ça a été aussi le deuxième axe de ce projet d'aménagement et de développement durable. Alors cette station a conforté, effectivement, à valoriser, on va en parler tout à l'heure, avec ici un lieu de vie à pérenniser, donc trois axes, parce qu'il faut ranger un petit peu, on ne va pas refaire tout le texte du PADD, hein, parce qu'on ne va pas s'en sortir et on va passer à l'étape d'après, qui est un petit peu sa traduction. Mais d'abord, puisqu'on parlait d'impact sur l'environnement, ce qui était important, il y a un travail qui a été fait dans les documents d'urbanisme précédents, mais celui-là, il a été particulièrement approfondi, notamment pour bien connaître ce qu'est l'identité paysagère de cette commune, mais aussi ses caractéristiques environnementales. Avec des sujets importants, on avait toujours imaginé dans le temps qu'on s'était quand même un petit peu occupé de la nature. Oui, c'était facile, on ne va pas le construire à 2800 mètres. Hein. Ceci étant, on a découvert beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'on est allé construire toutes les montagnes ou tous les grands espaces naturels, c'est pas vrai. Par contre, on a peut-être un petit peu oublié que la notion de la biodiversité à qui notre développement est en train de porter atteinte, fortement atteinte, eh bien, pour essayer de préserver un peu cette biodiversité, il faut qu'on préserve les fonctionnalités écologiques d'un territoire. Donc c'est pas le fait de dire oui, cet espace-là, on va le laisser un espace naturel, mais il faut comprendre que la petite bête, elle passe d'un endroit à un autre, et qu'elle a un chemin, et si nous on bouche ce chemin par une route, par des constructions, on est en train de mettre à mal cette fonctionnalité. Donc ce travail a été refait en profondeur, avec le bureau d'études qui accompagne Territoire Demain, environnementaliste, qui a mis à jour ce qu'on connaissait déjà, mais peut-être certainement d'une manière plus compréhensible, et qui c'est la base sur laquelle a été fondé le projet de développement de la commune. Deuxièmement, sur l'économie locale à soutenir, on vient d'en parler, et le maire ici l'a évoqué tout à l'heure. Pourquoi se développer? Parce qu'on a besoin de cet équilibre. Donc, il est facile à démontrer. Oui, il faut, votre commune a pris pour tard, il y a des objectifs. On est en train de privilégier un peu plus aujourd'hui dans le développement de la montagne
ce qu'on appelle les chauds. On vous entend pas très bien. On vous entend pas très bien. On n'entend pas très bien. Ça va là? Là, c'est parfait. J'ai peur de faire un écho ou quelque chose qui... Tout va bien? Parfait. Donc, on est en train de privilégier, bien évidemment, cette notion de lit chaud par rapport à la question de ce qu'on appelait le lit froid. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui ont participé aussi au développement des stations diverses. Et on a une chance, ici à US, c'est qu'on fait partie quand même des quelques, grandes dizaines de stations françaises qui, peut-être, on peut imaginer que demain, elles ont encore un avenir sur la question du réchauffement climatique et qu'on pourra y trouver de la neige, même si peut-être qu'elle va tomber à un moment où on ne l'attendait pas et peut-être qu'elle tombera là où elle n'aurait pas dû tomber. Bref, ça permet quand même de se dire, voilà, peut-être qu'on a encore un avenir dans ce domaine, même s'il va falloir maintenant le diversifier, etc. Donc toute cette réflexion, elle est pour dire que s'il doit y avoir des projets de développement, ils ne peuvent être qu'en faveur du développement d'une économie touristique. Et donc, on va le voir tout à l'heure, il y a deux projets qui sont en inscription dans ce PLU. Le premier, c'est le secteur des bergers, le second, c'est le secteur de l'éclose ouest, et pour lequel on va y retrouver, pour l'essentiel, je dirais, du lit touristique, pour certains du commerce encore, et aussi, on va essayer de développer cette notion de logement permanent, ou notamment de logement aussi accessible. C'est tout un équilibre qui est à mettre en place sur ces stations de ce point de vue-là. Il n'empêche qu'il y a des constructions qui existent, il y a une urbanisation qui existe aujourd'hui, il y a des règles à définir à l'intérieur du PLU pour que, pour certains, prennent l'initiative de utiliser ou pas ces règles d'urbanisme pour se développer, etc. Mais tout ce qui vient aujourd'hui j'allais dire en mode d'organisation un peu majeure et de développement majeur de la commune, ça ne peut être consacré qu'à ce type de programme. Il faut s'occuper aussi dans ce projet économique, il y a du commerce qui fonctionne, vous avez aussi un centre commercial au Berger, c'est important de pouvoir s'en occuper, c'est peut-être aussi un projet où c'est en matière d'activité qui mérite peut-être renforcer, mieux valoriser, etc. Et il participe donc notamment sur ce secteur des bergers. Peut-être qu'avant, il était peut-être un peu plus difficile à mobiliser, mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait cette mobilisation de la part des acteurs économiques qui sont présents dans ce centre et qui voudraient aussi, effectivement, pouvoir participer à un embellissement et un réaménagement de cet ensemble-là. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, de positif, de dynamique. Il y a aussi diverses choses qu'on redéveloppera tout à l'heure, mais notamment un développement urbain à repasser en termes de qualité de vie, de dynamique et de démographie. C'est quoi on a vu tout à l'heure que l'habitat permanent, on perd de la population. C'est un sujet qui est grave. C'est un sujet qui est grave. Vous allez me dire, oui, si j'ai pas de boulot ici, je ne vais pas vivre ici. Ça, c'est une première des raisons, effectivement. Il faut qu'on essaye de tout faire pour justement relancer un peu, alors le faire modestement. Si on arrive déjà à sauver cette chute démographique, ça sera déjà beaucoup. Et ça, c'est important. C'est un des objectifs qu'on peut se fixer à l'intérieur de ce PLU. Et puis de faire en sorte pour maintenir également cette dynamique démographique et sociale, elle est très importante. Je veux dire par là, cet équilibre social et générationnel de la population, c'est ce qui va maintenir cette dynamique. Et donc, il faut essayer d'agir modestement, toujours par touche. On a parlé tout à l'heure de la partie du logement social et autres, on peut parler du logement abordable, etc. Donc, développement urbain à repenser, eh bien, on a, vous savez, dans les documents d'urbanisme antérieurs, on avait pas un moment, pour ceux qui ont connu ça, il fallait une certaine surface de terrain pour construire, etc. Aujourd'hui, on a supprimé tout ça, on dit, oulala, l'espace est rare, et il faut absolument justifier pourquoi on a besoin, effectivement, d'aller consommer encore de l'espace. Et quand on regarde US, la station et son développement, eh bien, on se dit qu'il y avait peut-être des choses à faire. Alors, il a pensé que sur l'espace des bergers, où là, on a que du parking, on a un espace
important et se dire est-ce que cet espace peut-il être mieux optimisé, rentabilisé pour le projet politique. Et c'est comme ça que cette idée de travailler sur ce secteur-là et d'essayer de construire un projet touristique, un projet urbain de qualité, l'idée est venue, surtout que c'est intéressant puisque en plus c'est un terrain communal. Quand on a fait le bilan des besoins, le maire a cité les lits touristiques, quand on a fait le besoin des lits touristiques et qu'on a regardé ce qu'on pouvait en termes de capacité d'accueil du site pour faire un projet qui soit agréable, il nous manquait aussi de l'espace et tout naturellement ça s'est penché sur l'éclose ouest. Pourquoi? Parce que cet espace-là, quand vous connaissez votre commune bien mieux que nous sommes aujourd'hui, la station étant un peu en belvédère, donc, sur le village d'Huez. Et lorsqu'on monte, c'est l'impression que ça donne. Et là, il reste cet espace de l'éclose ouest qui est intéressant. Pourquoi? Parce que d'une part, le TCSP il passe aujourd'hui. Il suffit de regarder ou de faire peu de choses pour ouvrir cet espace sur la place Péganon qui est juste derrière, en greffe sur le Vieil Alpes. Enfin bref, on est dans une autre centralité de votre station. Et entre les deux PLU, sur ce PLU-là, il y a bien deux polarités qui se dessinent. C'est le Vieil Alpes et sur l'éclose ouest, et c'est la partie des bergers qui sont ici. Donc, voilà globalement, si vous voulez, comment les choses vont se mettre en place. Alors, sur ce PADD, ce projet de territoire, on n'en est pas encore au zonage, on va vous montrer le zonage. Hein, voilà. Mais vous avez deux cartes, puis après je céderai la parole à Charline. Cette carte, il n'y a pas de parcelle, il n'y a pas de parcellaire, mais on identifie des bâtiments, on voit une tache marron, on voit différentes couleurs de vert. On essaie de traduire, c'est pas toujours évident de le faire, puisque le projet politique est plutôt un projet qui est rédigé, qui est écrit, alors il peut être discuté, il peut être... voilà. Le code de l'urbanisme ne dit pas ce qu'il y a dans un projet d'aménagement et de développement durable, il ne dit pas comment il faut l'écrire, mais il dit qu'on doit aborder toutes les thématiques de l'urbanisme à travers ce dossier-là. Si vous écoutez un avocat, il va vous dire faites-en le moins possible. C'était d'ailleurs la doctrine de l'État il y a encore quelques années en arrière. Pourquoi il dit ça? Parce que moins on est précis, et plus on a de chances de discuter derrière. Et donc plus ils auront de boulot là-dessus. En même temps, il faut être pas trop précis parce qu'on est à un stade où il faut encore laisser une marge de manœuvre par rapport à la traduction du zonage et du règlement qui arrive derrière. Mais néanmoins, ici, on comprend déjà un certain nombre de choses. La première d'entre elles, c'est qu'on distingue bien le village d'Huez et on distingue bien celui de la station, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a retenu également dans notre, j'allais dire, dans notre diagnostic environnemental qui a été fait sur les fonctionnalités écologiques? Eh bien, on a découvert qu'il y avait l'espace qui restait entre la station de l'Alpe et puis Huez. Eh bien, c'est devenu ce qu'on appelle, en jargon, un corridor écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par là, on peut constater que c'est le fonctionnement de la faune qui passe par là. Et puis, vous avez aussi des petits points. Alors là, on est plutôt dans l'ordre du continuum, ça passe aussi par là, puis ça passe bien évidemment en haut, mais il n'y a pas d'obstacle majeur là-dedans pour le déplacement de la faune. Or, on l'a changé en corridor ici avec la petite flèche. Pourquoi? Parce que ça pourrait prendre l'idée un jour à quelqu'un, ou à ceux qui seront là demain, de dire on descend le développement de la station, on peut descendre en bas. D'ailleurs, il a été imaginé dans le poste. Et qu'on allait construire, notamment en bas des passeaux, je ne sais plus le nom de ces secteurs-là. Et donc on a laissé penser qu'on pouvait aller construire à l'époque parce qu'on n'avait pas forcément ces connaissances. Et dans les documents antérieurs, on a retrouvé cette constructibilité. Aujourd'hui, c'est quasiment impensable, mais on a laissé penser qu'on pouvait, c'est là toute la responsabilité de l'État quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Et c'est pas simple d'aller affecter des terrains pour dire là on va construire un jour et puis demain on va vous dire non, aujourd'hui bonjour, on construit plus. Donc tout ça, vous savez, ça fait un moment qu'on le connaît, qu'on le rencontre, mais ça veut dire qu'on a certainement été nous a laissé penser à un certain nombre de choses qui sont fausses aujourd'hui et sur lesquelles il faut qu'on soit un peu plus prudent.
et pour l'avenir, et qu'on fasse peut-être justifier un peu plus fortement les choses. Donc la justification aujourd'hui du développement de notre station, c'est la production du délit touristique, c'est important. La restructuration, j'allais dire essayer de construire cette station a des qualités, mais la dernière fois on a parlé aussi dans le diagnostic de la qualité de l'armature des espaces publics. Il y a des choses qui ont été faites aujourd'hui par les municipalités qui se sont succédées, ou dernièrement des choses qui sont intéressantes. Il faut poursuivre cette idée-là. Où sont les lieux d'animation, les lieux de vie, le plaisir de déambuler dans une station avec des espaces de qualité, et pas uniquement refermés sur une voirie, du stationnement, etc. Vous connaissez bien tous ces sujets-là. Donc, on retrouve aujourd'hui ce corridor écologique sur lequel il s'impose à nous aujourd'hui. Et aller de dire refermer ou abandonner un corridor écologique, il va falloir avoir énormément d'arguments dans les années à venir. Hein, et un besoin, voilà, à part un TGV qui passe, je vois pas bien. Hein. Donc cet élément-là a été mis en évidence. Vous avez différentes couleurs de vert. Alors, ce vert, ce ne sont pas la forêt et ce n'est pas uniquement la forêt. À l'intérieur de ce vert, on peut avoir des bouts de forêt. Mais essentiellement, c'est un classement des espaces qu'on a jugés les plus sensibles du point de vue en termes de biodiversité ou de cet espace qu'il faut protéger d'une manière très forte. Et c'est des espaces naturels sensibles. Notamment, on va retrouver toutes ces chevelures ici en vert qui sont nos cours d'eau qui descendent, qu'il faut actuellement plus fortement protéger qu'on l'a fait dans les années précédentes. Et puis vous avez aussi des espaces qui sont ouverts, qui sont des espaces d'alpage, qui font votre identité, qui font l'identité de la station. Et parce que à cette altitude-là, c'était cette économie de l'époque qui persiste et qui est encore là aujourd'hui. Ensuite, vous avez dans cette carte, on a cité le corridor écologique, j'ai parlé de la continuité écologique. On a aussi une façon d'utiliser l'espace. Aujourd'hui, l'espace, il peut avoir plusieurs fonctions. Par exemple, sur un espace qui en a, j'allais dire, d'alpage, aujourd'hui, on peut lui attribuer diverses fonctions. Une fonction aussi environnementale, parce que j'ai des bestioles qui y passent. Une fonction de loisir, parce que je l'utilise dans le domaine skiable. Et puis, il peut avoir aussi une fonction de paysage. Quand on arrive à la station de l'Alpe et qu'on découvre tout ça, les choses sont nettes, sont claires, sont précises. Eh bien, c'est parce qu'on a cet espace-là, ce coteau, qui est, du point de vue du paysage, un impact extraordinaire. Et donc, c'est lui qui est une valeur de mise en scène. Voilà, tout ce qui est raconté un petit peu dans ce PADD, symbolisé ici. Alors, avec la notion d'enveloppe urbaine, ça, c'est un élément qui est très important. On va dire qu'est-ce que c'est que cette obsession. Dans la philosophie des textes aujourd'hui, on nous demande de regarder ce qu'on peut faire encore à l'intérieur de ce qui est déjà construit, parce que l'idée, quand on arrive de Paris, on nous dit qu'il vaut mieux optimiser l'espace, donc il faut ce qu'on appelle entre guillemets densifier, tout ce qui peut l'être, tout ce qui peut être mieux utilisé à l'intérieur de ce qui est déjà construit, et seulement après, pour les besoins du développement, on ira s'étendre un peu sur la nature. Donc ce travail-là, il y a un travail d'enveloppe urbaine qui a été fait, on le retraduit ici. Et après, on se retrouve dans le projet de territoire avec 3 taches jaunes. La première, à droite, c'est celle des bergers, qui, elle, finalement, c'est un projet de renouvellement, puisqu'on va maintenant travailler en partenariat avec le centre commercial. Devant, c'est des parkings. Et là, on va dire, demain, on va y construire. On va organiser les choses, on va produire de l'espace public, on va produire du stationnement public. C'est quelque chose qui aura du sens. Alors, on ne fait pas de mal à la nature, parce que c'est un espace qui est là, déjà, aujourd'hui, largement construit et surtout artificialisé. Le deuxième tache jaune, c'est les clauses ouest, où là, nous avons à la fois des sensibilités écologiques qui sont proches, qu'il faut absolument préserver, et y compris des sensibilités paysagères. Tout le monde a en tête cet éperon un peu rocheux, intéressant, et il est hors de question, bien évidemment, d'y toucher, et de garder aussi une certaine distance ou référence par rapport à l'urbanisation qui pourrait se faire à côté.
Cette urbanisation, elle vient tout naturellement s'inscrire sur le premier plateau que l'on a, qui vient en continuité de l'urbanisation existante, puisque la loi montagne nous demande de construire en continuité. Le petit point jaune qui est au bout en bas à gauche, lui c'est le projet qui avait été lancé, le permis de construire, sur les logements sociaux, qui vient donc se loger dans ce secteur. Voilà principalement les choses un peu organisées de la commune, je dirais dire un petit peu directives de la commune sur l'organisation de la station et du village d'Huez. On voit alors un autre point un peu plus détaillé cette fois-ci. On retrouve le village en bas. Vous retrouvez le corridor écologique qui est symbolisé ici. Il y a un petit pointillé jaune qui apparaît sous l'éclos. C'est cet espace qui a une valeur paysagère et on verra tout à l'heure comment on traduit tout ça, notamment sur la multifonction des espaces naturels ou des espaces agricoles. A été surligné ici cette bordure du plateau que vous voyez en pointillé marron, qui est un élément dans lequel on doit contenir l'urbanisation, et peut-être que plus travailler cette notion de belvédère, c'est aussi, du point de vue du paysage, quelque chose d'émotionnel et d'intéressant à travailler. L'idée aussi qu'on retrouve dans ce projet politique de mieux travailler et valoriser le front de neige. Alors le centre commercial, ça en fait partie, puisque pour l'instant, il tourne un petit peu le dos. On peut imaginer qu'il s'ouvre un peu plus, qu'on fasse du lien avec ce qui vient plus au sud, et qui contribue à dynamiser en fait cet espace-là et lui apporter aussi un peu plus de lisibilité. On retrouve ici nos projets, qu'ils soient, j'allais dire, à vocation de développement de logement social ou permanent, ceux qui sont plus à vocation d'équipement public qu'on va retrouver en bleu, avec notamment le réaménagement de la place Pagano. Alors ça, c'est des choses qui n'avaient pas été peut-être toujours bien imaginées, parce que c'est compliqué à faire, mais aujourd'hui, cette place, elle mérite d'avoir une autre dimension. Il faudra bien aussi se garer, stationner, accéder au commerce. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire un stationnement public en souterrain, de restituer ce que l'on peut restituer en surface aux piétons et d'avoir un espace qui soit quand même un peu plus convivial qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est purement et simplement un carrefour avec des voitures qui sont bien évidemment installées. Vous remarquez des petites étoiles. Qu'est-ce que c'est que ces petites étoiles? C'est qu'en fait, dans le volet environnemental et le volet aujourd'hui paysage aussi, c'est la prise en compte du patrimoine qui nous reste. Ici, il est encore réel entre le village d'Huez et le Vieillal, par exemple. Il y a aussi quelques éléments ponctuels qui existent. Dans la gestion de ces ensembles-là, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de donner à ceux qui sont propriétaires ici, ne pas trop les embêter parce qu'on est les uns sur les autres, on est un peu serré, c'est compliqué, donc il faut la règle qui soit adaptée, mais en même temps, c'est de demander aussi que les grandes caractéristiques de ce patrimoine, elles soient respectées en cas de réaménagement, en cas d'extension, etc. Donc c'est ce que dira finalement le dispositif du PLU. Il y a différentes couleurs qui apparaissent, qui nous font comprendre quoi? C'est que, avec des intensités plus ou moins importantes, qui révèlent à la fois la densité de ce qui existe, mais qui peuvent aussi révéler là où il y a de l'activité principalement commerciale ou autre, ou du service qui est présent, ou de l'équipement. De temps en temps, on peut réfléchir aussi de se dire, est-ce qu'on l'admet partout ou pas sur la commune, sur la station? Peut-être le recentrer un peu plus sur, j'allais dire, des lieux un peu plus précis où on pourrait faciliter les rencontres, faciliter la convergence. C'est ça qui crée aussi l'animation. Alors à partir de ces deux cartes, c'est là-dessus, alors on retrouve, en pointillé le TCSP, qui lui, le maire a dit, a utilisé un bon terme tout à l'heure de colonne vertébrale, c'est bien autour de ça. Et un dernier mot sur la mobilité de demain, et c'est très important. On émet l'hypothèse que, voilà, on viendra toujours vivre ou pratiquer nos loisirs dans une station de montagne. Imaginez que demain, on a un TGV qui arrive à Bourdoisan et qu'on a un téléporté qui nous monte jusqu'ici.
peut-être que ça arrivera un jour, peut-être pas. Et donc, si on rêve pas trop, on sait que la voiture sera toujours relativement présente. Par contre, se dire que demain, on aura toujours des spire-morts qui remontent jusqu'en station pour faire des livraisons, est-ce que c'est quelque chose qui sera toujours, surtout si on met du champagne dans nos réservoirs, ou s'il va se passer un certain nombre de choses. Donc, dire qu'un jour, il faut se préparer à ça. Ce TCSP, il existe, il part d'Huez, il monte jusqu'au Berger, mais demain, on pourra peut-être aussi, un jour, le prolonger. Et c'est peut-être ce qui se passera, en tout cas, on n'empêche pas de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les projets qu'on doit réfléchir aujourd'hui, on doit s'inscrire dans cette réflexion. C'est-à-dire que dans l'immédiat, il faut que les camions arrivent. Il faut que les camions puissent permettre de livrer les commerces, les hôtels, tout ce qu'on a besoin ici en matière de fourniture. Mais un jour, peut-être que les choses changeront. Peut-être que par exemple à la Patte d'Oie, on aura un bâtiment, un entrepôt de stockage où on montera en camion lourd jusque là-bas. Après ici, on repartira avec des navettes pour monter jusqu'en station. Pourquoi pas? On peut imaginer toutes les solutions. Mais laisser cette porte ouverte et ne pas, j'allais dire, fermer la porte à des solutions qui demain seront nos sujets de réflexion. Ce qu'on sait, c'est que l'énergie coûtera de plus en plus cher. Et donc nos déplacements coûteront eux aussi de plus en plus cher. Voilà, j'en ai terminé, et puis je vais passer la parole à Charline, et on reviendra après sur les projets. Bonsoir à tous, je vais vous présenter maintenant la traduction de ce PADD. Je dirais, voilà, vous avez eu le projet politique qui a vraiment été expliqué. Maintenant, on a travaillé à sa traduction, c'est-à-dire de produire un règlement graphique plus communément appelé le zonage, accompagné de son règlement écrit qui donne vraiment les règles de ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans chaque zone. Et puis derrière viendront aussi des orientations d'aménagement et de programmation qui sont valables sur les deux secteurs du projet dont on a parlé, les Clos Ouest et les Bergers, qui derrière font l'objet vraiment de secteurs précis et de dispositions précises relatives à chacun des deux projets qui sont hors champ du règlement écrit. Je rappelle juste en préalable sur le PADD qu'il est à votre disposition en mairie pour consultation depuis son débat par le conseil municipal. Donc vous pouvez aller le voir, il est encore amendable, il y a des choses qui peuvent encore être travaillées dessus, il est à la concertation. À l'issue de la réunion de ce soir, il y aura d'autres documents qui seront versés à la concertation. Le but étant, dans cette réunion, de vous expliquer la portée de ces documents, leur mise en forme et comment ils fonctionnent, et puis derrière, vous soyez en mesure de comprendre comment tout ça s'est monté et comment il fonctionne. Donc, sur le règlement graphique, je dirais par rapport au PLU qui a été annulé, on reste sur les grandes bases qui peuvent le constituer. Un règlement graphique qui va distinguer les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles. Dans les zones urbaines, premier point, qui viennent vraiment en traduction du PADD qui a été présenté et notamment qui viennent se tracer à partir de l'enveloppe urbaine qui a été tracée, donc vraiment les espaces aujourd'hui urbanisés. Ces zones urbaines ont des équipements qui sont nécessaires, qui sont bien prévus et suffisants pour arriver à construire sans que la commune ait à mettre d'autres réseaux ou d'autres choses pour que les constructions fonctionnent. Dans cette zone urbaine, on a une grande zone UH, qu'on appelle zone U habitée, qui reprend toutes les fonctions urbaines qui correspondent au fait d'habiter sur un territoire. Habiter, c'est y dormir, donc de l'urbain résidentiel, mais aussi y consommer, y avoir ses loisirs, y travailler, etc. Au sein de cette zone UH, on a fait plusieurs sous-zones ou sous-secteurs qui correspondent à la fois à des densités différentes de construction sur la commune, que vous avez entrevues déjà par rapport au deuxième schéma du PADD,
et qui correspondent aussi à l'occupation du sol qu'on a réellement dans ces secteurs. Je m'explique. On aura des zones UH, comme vous voyez ici, 1, 2 ou 3, où on aura toutes les fonctions urbaines qui pourront être autorisées. Et puis on a quelques autres secteurs sur la commune qui sont vraiment plus à vocation d'habitat strict, où là on aimerait ne pas voir se développer de nouveaux commerces, de nouvelles résidences touristiques, par exemple. Je dirais, voilà, c'est vraiment des secteurs à vocation d'habitat qui ne sont pas faits pour recevoir d'autres activités. Et pour un meilleur fonctionnement, on sait aussi que si on concentre un peu les activités sur les secteurs où il y en a déjà, le fonctionnement d'une commune s'emporte pour le mieux. Donc on a trois types de densité en zone UH simple et 2 types de densité en zone UH seulement à vocation d'habitat. Viennent ensuite 2 autres types de zones urbaines qui sont la zone UE à vocation stricte d'équipement public qui concerne vraiment les équipements publics de la commune. Donc là où on est ce soir sera par exemple zoné en zone UE. Et puis les zones U touristiques qui là concernent les secteurs touristiques, d'hébergement touristique strict de la commune qui concernent le Club Med et le projet Odalis. Là où dans ces secteurs, aucune autre occupation du sol ne pourra être autorisée. C'est-à-dire que, ce qui implique, je dirais, sur ces secteurs que ça reste de l'hébergement touristique et qu'on ne pourra pas revendre le Club Med, je dirais, pour y faire du logement, pour y faire de la résidence secondaire. Donc là, on fixe, sur ces 2 unités, on fixe vraiment la destination touristique de ces secteurs-là. Sur les zones à urbaniser, c'est un peu plus simple, on y reviendra dans le cadre des orientations d'aménagement et de programmation. Ça concerne vraiment les 2 projets de l'Éclose Ouest et des Vergers. Ces 2 zones sont en zone à urbaniser et elles vont faire l'objet d'une nouvelle disposition introduite par le Code de l'urbanisme, c'est-à-dire que ces 2 zones n'auront pas de règlement écrit particulière à ces secteurs-là. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de règles. Les seules règles qui s'appliquent sont données par l'orientation d'aménagement et de programmation. C'est une nouvelle possibilité offerte au PLU pour vraiment encourager un urbanisme de projet. Donc, sur ces secteurs-là, le code de l'urbanisme s'applique avec le règlement national de l'urbanisme. Et par contre, ces 2 secteurs font l'objet d'orientation d'aménagement et de programmation dites de secteurs d'aménagement, nouvelle possibilité offerte par le code. La zone agricole sur le territoire communal qui concerne les sites et secteurs d'alpage, où là on a ajouté un petit A pour bien spécifier qu'on était dans l'activité pastorale et que ce n'est pas le même règlement qu'on aurait en zone de plaine pour la zone agricole. Et puis les zones naturelles qui concernent vraiment les secteurs naturels de la commune, avec 2 spécificités, 2 petits secteurs spécifiques. Pour l'aérodrome et la déchetterie et le parking de la Patte d'Oie, un petit secteur NE, naturel mais à vocation d'équipement public. Et puis pour le golf et les tennis, le secteur à côté de l'aérodrome, un secteur NLS et puis aussi la luge d'été, loisirs et sportifs. Ensuite viennent en plus sur toute la dénomination des zones, des secteurs et des périmètres un petit peu spécifiques. Pour la gestion de tout ce qui est bâtiments, activités économiques qui ne sont pas en zone urbaine ou en zone à urbaniser, il faut qu'on utilise un outil spécifique qui est le secteur de taille et de capacité d'accueil limité. On ne peut plus construire comme ça en zone N ou en zone A, il faut forcément qu'on les pensait avant. C'est ces secteurs-là qui le permettent. Ils vont concerner ici sur la commune, pour que vous compreniez mieux, vaut mieux être plus concret, ça va être par exemple les restaurants d'altitude. Pour pouvoir leur donner la capacité de faire une extension, d'évoluer tout simplement, il faut qu'on les identifie au sein de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée. Il faut qu'on donne la limitation de cette capacité d'accueil et de cette taille, qu'on dise jusqu'à combien on autorise leur extension, jusqu'à quelle hauteur, etc. Donc il y a plusieurs stécales sur la commune, vous les verrez juste après sur le plan. Les espaces boisés classés qui concerneront vraiment les boisements qui ont une vocation de protection contre les risques ici, où vraiment là on veut protéger ce type de boisement. Et ensuite, vraiment là on rentre vraiment dans ce qui vient en traduction du volet un peu plus environnemental du PADD, avec des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger là pour des motifs d'ordre écologique,
Donc le corridor écologique qu'on a vu localisé sur la carte du PADD et en traduction qui vient être cartographié sur le zonage et qui fait l'objet dans le règlement écrit de dispositions spécifiques. Vous comprendrez bien que dans ce corridor écologique, par exemple, la constructibilité sera très très limitée, voire nulle. On veut vraiment préserver ces secteurs-là. Dans le même type de réglementation, les réservoirs de biodiversité, qui concernent tous les secteurs les plus sensibles du point de vue écologique sur la commune. Pour ceux à qui ça parle, ce sont les INIEF, ce sont les abords des cours d'eau, ce sont les zones humides par exemple, où vraiment le PLU va venir inscrire sur ces secteurs-là une protection vraiment spécifique et vraiment forte. Sur les éléments cités secteurs-là à protéger pour des motifs plus paysagers, plus architecturaux, plus patrimoniaux, on aura le repérage du bâti patrimonial qui correspond aux Vieilles Alpes et au village d'Huez, les 2 étoiles qu'on a vu identifiées, où là, comme Ange l'a dit, on sera un petit peu plus souple sur les règles du règlement du PLU parce que ces constructions ne peuvent pas rentrer dans des cases de recul par rapport au domaine public, par exemple, de hauteur, de recul par rapport aux voisins. Ces règles-là sont un peu assouplies. Pour autant, il y aura un autre document qui sera présenté par ailleurs, qui est l'orientation d'aménagement patrimonial, qui traite à la fois des considérations environnementales, des considérations paysagères et des considérations patrimoniales, qui viendront vraiment là guider, par exemple, la réhabilitation, la rénovation, l'agrandissement de ces constructions qui seront dites patrimoniales. Et puis, les plages agraires ou pastorales d'intérêt paysager qui sont situées entre le village d'Huez et la station, qui là sont protégées à peu près au même titre que les réservoirs de biodiversité, mais pour des considérations paysagères. Ensuite, viennent en plus, vous verrez le PLU après, on empile un petit peu les couches et vous verrez que les informations sont même portées sur deux plans différents pour une meilleure lisibilité. Donc on empile encore les couches, on doit prendre en compte les zones de risque, où là, 2 types de zones seront prises en compte, les secteurs vraiment inconstructibles du point de vue des risques, avec là des directives données par les services de l'État, et puis les zones constructibles sous conditions, toujours pour des motifs de risque. Vient ensuite le domaine skiable, donc là on délimite les zones pour la pratique du ski, où là on autorise les aménagements, les travaux et les constructions liées au domaine skiable. Les sentiers et chemins à préserver, donc là c'est le chemin du plan départemental des itinéraires de randonnée, donc, qui est donné par le département. Là on vient inscrire ces chemins sur le PLU, sans que, le but étant que personne ne peut venir obstruer ces chemins. Ces chemins sont pérennisés via le PLU, via cet outil. Les servitudes de mixité sociale, donc là on change de thématique. On vient mettre une servitude des périmètres en vue de demander la réalisation ou le maintien des logements sociaux existants. Donc vous aurez des servitudes de mixité sociale, par exemple sur le projet dit des Ponceunières, le secteur de la Samcoda, où là, même si aujourd'hui le permis a eu des difficultés, le PLU vient quand même entériner la vocation sociale de ce secteur-là. On a un autre secteur qui est identifié à Huez, et puis la commune souhaite aussi pérenniser les logements sociaux existants sur la station, en demandant sur certains secteurs le maintien du taux actuel de logements aidés. Et puis, dernier élément, les emplacements réservés qui seraient nécessaires aux voies et ouvrages publics ou aux équipements d'intérêt général sur la station. Alors, vous allez voir maintenant le plan de zonage qui est en projet, avec toutes ses couleurs et la dénomination des zones. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, à partir de l'enveloppe urbaine, rien ne justifie, j'allais dire, de faire de l'urbanisme à la parcelle en dehors de cette enveloppe. Hélas, c'est comme ça. Le seul besoin d'extension aujourd'hui qui a été justifié, c'est sur la production des lits touristiques, et ça se passe sur le secteur de l'éclose, c'est-à-dire en continuité de la station. À l'intérieur de ça, vous aurez aujourd'hui des règles qui seront plus souples pour permettre de mieux valoriser les propriétés, réaménager certaines copropriétés si vous le jugez nécessaire, répondre aux normes énergétiques pour certaines d'entre elles qui ont un toit plat, la possibilité d'aller faire un toit en pente pour pouvoir aujourd'hui peut-être valoriser un volume supplémentaire qui permettrait de se payer des travaux, etc. Voilà, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc bien évidemment, tout ça sera reconduit dans
dans votre PLU. Alors, voilà, alors, une image qui ressemble étrangement à la carte du PADD, vue de loin. Donc vous retrouvez ici, avec la couleur, j'allais dire un petit peu vert olive ou vert de gris, les espaces qui seront les espaces naturels. Il y en a d'autres qui sont un peu plus petite dimension, mais qu'on ne voit pas à cette échelle-là. La grande tache vert tendre ou vert jaune, ce sont vos secteurs qu'on a maintenus en alpage, mais il n'empêche que sur ces alpages, il y a ces diverses fonctions. Il y a le domaine skiable qui se superpose, il y a le corridor qui se superpose, il y a les périmètres de protection du paysage, mais avant tout, nous sommes sur la loi montagne, et la loi montagne nous dit qu'il faut préserver l'agriculture de montagne. Et donc on met en avant cette économie pastorale, même si, je vais dire, en termes de poids économique, ça n'a bien évidemment pas comparable à celui du tourisme pour une station. Un petit zoom, alors vous retrouvez des éléments en bleu comme ça, nos secteurs de zone humide, etc. Malheur à celui qui a oublié une zone humide aujourd'hui, dans un PLU. Alors là, et malheur à celui qui touche à une zone humide aussi. Hein. Donc voilà, les temps ont bien changé. Ici un petit zoom sur US, le village, donc deux couleurs. Le vieux village que vous reconnaissez en bas, en UH2, et il y a des choses qui se sont passées avec les années, des opérations dans lesquelles peut-être vous habitez là-bas, et notamment dans le Grand Brou, ou un secteur qui est un peu particulier, sur lequel on a mis un astérix. Quand on va là-bas, il se passe quoi? On a construit des chalets d'une manière relativement aérée sur des terrains qui sont comme ça, avec une voie d'accès, quelques places de stationnement, et on se dit qu'il y a aussi une bonne partie de ceux qui habitent là-bas qui gardent leur voiture et qui montent à pied au chalet. Les années ont fait qu'une fois qu'on a construit ces chalets, il y a une nature qui s'est reconstituée autour, qui est très intéressante, et ça donne un caractère très agréable à cet ensemble-là. Il est proposé aujourd'hui que, manifestement, si on commence à dire qu'il faut faire de la densité là-bas, on détruit tout, etc. Par contre, il y a des gens qui habitent, il y a des chalets qui existent, il faudrait permettre aussi une extension, une valorisation de ces chalets, sans pour autant qu'on autorise des nouvelles constructions. Alors ça, c'est mis au débat, ça peut être discuté, hein, mais voilà la proposition, par exemple, qui est faite sur un secteur comme ça. Donc on n'est pas uniquement pour, j'allais dire, la densité outrance. Il y a des densités qui seront mesurées en fonction de l'environnement, de ce qui est déjà construit. D'autant plus que, je dirais, ces secteurs n'ont pas un parcellaire qui permettrait facilement de rajouter des constructions sur une même parcelle. Aller calculer une emprise au sol nouvelle sur ces parcelles-là est plus compliqué. Donc vraiment, à la fois le site, qui quand on va sur place aussi est très pentu, ne nous laisse pas forcément beaucoup de possibilités, plus la configuration de parcellaire du site nous a amené à proposer de telles règles sur un secteur comme ça. Les nœuds, vous retrouvez le secteur de la déchetterie et vous retrouvez également le parking de la Patte d'Oie qui est en cours d'aménagement aujourd'hui. La partie centrale de la station, le Riffnel, le domaine, le front de neige, etc. On se repère. Le secteur de l'éclose en bas, en secteur AU, on va parler des OAP par la suite. On ne le propose pas partout, mais il arrive quand même qu'on ait des secteurs sur des villes ou des communes où on a un regroupement des équipements qui est suffisamment significatif en termes de bâtiments, d'espace, etc. et sur lequel on est toujours en train de déroger en matière de règlement. Donc là, on a proposé ici, vous voyez, on retrouve le palais des sports, on va retrouver le groupe scolaire notamment, le terrain de foot qui est derrière, plus le Riffnel et cet ensemble-là où aujourd'hui on y retrouve du stationnement, peut-être qu'on aura des choses à réaménager sur cet espace-là, mais ça reste du domaine public impérativement. Les différentes graduations en matière de hauteur et de densité à l'intérieur des espaces urbanisés, voilà ce qu'on peut dire. Et puis effectivement, on tourne bien évidemment autour de cette enveloppe
urbaine. La dernière partie qu'on pourra voir aujourd'hui, voilà, on retrouve l'altiport, la piste de l'altiport, le secteur des loisirs, le golf qu'on gère en zone effectivement qui va nécessiter que des aménagements légers. Les fameuses técales qu'on a vues tout à l'heure sur les bâtiments existants pour permettre leur gestion. Et puis on retrouve le secteur du club Méditerranée. Autre point important, c'est l'opération qui s'est faite, excusez-moi, j'ai perdu le lieu dit. Non, oui, chalet d'Altiport, voilà, on l'appelle comme ça, très bien. Important aussi de voir qui ressemble aussi pareil, parce qu'on a, je crois que ceux qui se sont installés là-bas, l'opération qui a été réalisée est quand même de qualité. Donc il me semble que le souhait, c'est peut-être de maintenir ces caractéristiques. Après, on peut toujours débattre, hein, mais je pense que c'était le plus important. Le secteur des bergers que vous voyez, le centre commercial, tous les deux sont inclus à l'intérieur d'une même zone, et sur lequel il va falloir aussi maintenant réfléchir ensemble sur l'évolution de ce secteur. Alors comme le temps passe et qu'on va aller directement, juste encore vous montrer deux images. Charline a dit tout à l'heure qu'il y avait tellement d'informations, c'est que en fait vous aurez un document graphique qui va comporter deux plans. Un plan en couleur que vous avez vu avec les zones, etc. Ce plan en couleur, il va être grisé, passé en blanc. On va garder les zones et par-dessus, on va mettre tout ce qui relève d'autres informations de protection qui sont liées à l'environnement, au paysage, au fonctionnement, le domaine skiable qu'on va retrouver, les zones rouges, etc. du PPR. En sachant que ces deux plans constituent le règlement graphique. En fait, le zonage est juste dédoublé, mais c'est vraiment un seul et même document. Il faut bien le comprendre comme ça. Autrement, si on est un peu daltonien, on ne comprend plus rien. Alors ensuite, deux mots sur le règlement. Peut-être vous allez avoir un nouveau règlement qui est rédigé différemment. Et c'est compliqué parce que ça change nos habitudes. Donc on ne va pas rentrer dans le détail. On va voir quelques grands chapitres qui vont dire destination des constructions, l'usage des sols, les natures d'activité. En sachant que, je coupe juste, le Code de l'urbanisme nous donne maintenant, en plus de ça, des destinations et des sous-destinations bien définies. Par exemple, l'hébergement touristique, on ne peut pas dire. Dans l'hébergement touristique, il y a les hôtels, il y a les résidences de tourisme. On ne peut pas dissocier les deux. On autorise ou on interdit l'hébergement touristique. Voilà, c'est pour donner des exemples. On a 5 grandes destinations, 20 sous-destinations qu'on mettra à la concertation s'il y en a qui veulent des informations là-dessus. Dans ces 25 possibilités d'utilisation du sol, on ne peut pas en inventer d'autres, c'est formellement maintenant interdit par les dispositions réglementaires. Dans le thème 2, c'est-à-dire dans le deuxième grand chapitre, on va retrouver tout ce qui caractérise un volume, une construction. Donc on va parler de la volumétrie, de l'implantation, mais il y a des termes qui sont introduits, hein, caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, qualité urbaine, architecturale et environnementale, qu'est-ce qu'on propose ? Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, les abords des constructions, la politique du stationnement. Et puis enfin, le dernier point, c'est ce qui concerne les réseaux. Et là, vous verrez dans le règlement qu'on renvoie à un autre document annexe qui s'appelle notamment les annexes sanitaires, qui sont très importants. C'est-à-dire que le projet qu'on voit ici, comment est-ce qu'on le met en place? Comment on le met en œuvre? Il faut quand même de l'énergie, il faut de l'eau, il faut des choses qui arrivent, il faut de l'assainissement, etc. Tout ça a été passé en revue aujourd'hui. On est en ordre. Alors tout peut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a des choses aussi qui vont bien, qui sont bien en Grenelle. Par exemple, vous savez qu'on nous impose aujourd'hui d'avoir un rendement du réseau de distribution en eau qui doit être de 85%. Il y a des communes où on est à 30, 35, misère. Ici, vous avez dépassé ce stade-là. Donc c'est un des points positifs. Par contre, il y a des choses qui sont apparues, qui sont montées en puissance. La question de la gestion des eaux pluviales, des eaux de ruissellement, qu'on a un peu oublié, qu'on a laissé faire, parce que la nature, voilà. Alors tout ça, maintenant, il faut le remettre en ordre, et vous allez avoir un zonage de l'assainissement des eaux pluviales, vous allez avoir un règlement pour dire comment on s'applique, il y a une carte d'aptitude des sols qui a été mise en place, et donc voilà une contrainte supplémentaire, mais qui nous est demandée aussi également dans toute la gestion du cycle de l'eau. Hein. Voilà, c'est bien
L'eau, c'est le patrimoine commun de la nation, Patacoufin, voilà, on a tous aussi la responsabilité de la gestion, on est tous d'accord. Quand on ouvre son poste et qu'on voit ce qui se passe avec le dérèglement climatique, le débordement de tel ou tel fleuve, etc., l'inondation, ces imbéciles d'élus qui ont laissé construire à tel endroit, alors que peut-être ou probablement rien ne supposait il y a 30 ans en arrière qu'il y ait un danger pour le faire, et que les choses qui ont énormément évolué. Donc sur le fond, on est tous d'accord. Mais derrière tout ça, il y a aussi des contraintes. Donc ici, il faut s'attendre à ce que, notamment sur la question des grands projets, les choses seront parfaitement gérées, bien évidemment, mais aussi dans l'urbanisme à la parcelle, où on sera obligé, très probablement, de faire ce qu'on appelle de la rétention, de mettre en place des mécaniques de rétention, comme on le fait, avec un certain débit, et après des choses plus compliquées de gestion entre l'eau qui arrive en haut et qui doit continuer à circuler en bas, par exemple. Donc, pour faire en sorte que, auparavant, dans un rédactionnel de règlement, on commençait à dire des choses sur la gestion des eaux pluviales à l'intérieur même du règlement écrit. Et personne n'allait dans les annexes sanitaires, on ne savait même pas que ça existait. Et donc les choses sont devenues tellement importantes aujourd'hui qu'on a vidé dans ce règlement, on renvoie aux annexes sanitaires pour obliger celui qui va déposer un permis de construire, une autorisation d'urbanisme, d'aller lire et regarder aussi les contraintes et les servitudes qui s'imposent à lui en matière de construction. Donc ça, c'est pour le règlement écrit. Alors on va avancer parce que l'heure tourne. Autre point important, c'est ce qu'on appelle l'orientation d'aménagement patrimonial. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Beaucoup de sujets qui ont été véhiculés par le Grenelle de l'environnement depuis les années 2000 déjà, mais plus spécifiquement autour des années 2010-2012, tout ce qui touche à cet environnement, c'est des notions qu'on peut tous partager. Tout à l'heure, j'ai parlé de fonctionnalité écologique, corridor écologique, comment ça s'écrit dans un PLU. Il y a encore quelques années en arrière, ça nous a tout le monde aussi demandé des réflexions. Limiter l'imperméabilisation des sols, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un espace en pleine terre? Tu ouvres le code de l'urbanisme, tu ne trouves rien dans tout ça. Donc on aborde des sujets que communément on peut tous partager. Il n'y a qu'à voir, mais qui sont difficiles à s'imposer à nous, il n'y a qu'à voir les grands débats qui se posent. Je crois que tout le monde en France partage ses soucis écologiques, il faut qu'on fasse mieux, mais il y a peut-être d'autres priorités avant cela pour certains, etc. Et là, c'est un peu pareil, sachant que on est plutôt dans un rapport de compatibilité dans la prise en compte. C'est-à-dire, je m'explique, j'essaie d'être un peu plus concret. Dans un règlement, tout permis de construire doit répondre en termes de conformité à ce règlement. Il y a une hauteur qui est fixée, je dis n'importe quoi, 18 mètres, si ton projet il fait 18 mètres 40, t'es hors d'eau. Tu dois te tenir de 3 mètres de ton voisin, si t'es à 2 mètres 80, c'est fini, on passe pas. Voilà, ça c'est du concret pour quelqu'un qui instruit un permis, c'est simple, c'est blanc ou c'est noir, mais ça ne peut pas être gris. Alors que là, on est plutôt dans le gris. Et donc tous les périmètres que vous avez vus ici, on y trouve là, dans l'intérieur de ces périmètres des préconisations qui sont données dans ce document sur les divers sujets. C'est un peu plus intelligent qu'un règlement, ça va demander un peu plus d'intelligence dans la gestion, et on parle de compatibilité, non pas de conformité, parce que l'objectif, vous savez très bien que sur un corridor écologique, on pourrait le faire, mais on aurait du mal à le démontrer. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une grande flèche, vous avez vu la patate qu'on a dessinée, mais elle ne s'arrête pas là, la bestiole, elle peut peut-être passer encore 50 mètres plus loin, etc. Voilà, c'est simplement pour dire que la notion de conformité ne sera pas évidente à adopter sur des sujets comme ça. Mais on dit plein de choses. Donc, il s'articule avec le règlement. On vient des deux cartes que vous avez vues, l'autre environnementale, qui est issue du diagnostic à prendre en compte. Vous retrouvez le corridor Patacoufin, la question du paysage, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle des fiches actions, qui nous dit comment gérer ces réseaux, ce qu'on appelle ces fameux réseaux vert-bleu aujourd'hui, et jaune peut-être sur certains aussi territoires avec l'agriculture. De quoi on se rend compte, c'est qu'il faut éviter justement maintenir ces fonctionnalités. Alors ça peut passer par un corridor, ça peut passer par un bout de cours d'eau. Aujourd'hui, peut-être qu'on a fait les choses, on trouvait que c'était sympa d'avoir la rigole qui passe à côté du chalet, tout ça qu'on a poussé un peu, on va prendre l'apéro là-bas, on a bétonné un peu. Aujourd'hui, tout ça c'est fini, il faut qu'on essaye de laisser ces espaces un peu libres
Il est important également pour la gestion des eaux de ruissellement, par exemple, mais aussi pour les fonctionnalités écologiques, parce qu'on sait très bien que nos petites bestioles circulent aussi autour de ça. Deuxième grand sujet qui est pris en compte, c'est la question du paysage. Donc c'est une des photos parlantes également qui est prise quand on arrive à l'Alpe. Et là, il y a des situations intéressantes. Il y a des prises de sites à faire. Il y en a une par exemple à l'éclose ouest, on va en parler tout à l'heure. C'est important de savoir comment cette zone s'organise, ce secteur s'organise en termes de bâti, pour que les choses aient du sens et qu'elles s'articulent bien avec l'environnement construit. Et aussi la question du cadre bâti et de ses abords, là. Donc on est dans des choses assez sensibles, des préconisations. Vous n'avez pas attendu le PLU, par exemple, à US pour donner du sens à l'armature des espaces publics où on peut déambuler à l'intérieur de ça. Pour tous les élus qui ont travaillé, qui se sont succédés là-dedans, il y a des choses à poursuivre, il y a des choses qui sont encore intéressantes, il y a des gens qui se baladent à l'intérieur de ça, simplement pour le plaisir de sentir cette ambiance du vieux village d'Huez. Donc encore une fois, un accompagnement, c'est jamais simple. Faciliter certaines choses, la réhabilitation, le réaménagement, c'est des choses qui coûtent cher, mais surtout ne pas profiter des choses pour dénaturer. Il faut rester dans la philosophie et l'esprit de ces constructions. Alors, les orientations, le secteur d'aménagement. Donc il y a des choses qui doivent être aujourd'hui travaillées. Il y a des choses qu'on va dire dans ce PLU. Et puis il y a des choses qui sont aussi en train d'être évaluées en termes d'opérationnalité. Parce que c'est bien gentil, on va faire comme ci, comme ci et comme ça. Il faut aussi qu'à un moment ça marche et qu'on y retrouve aussi des équilibres financiers. Donc, on va regarder maintenant, on va commencer par là je suis sur le secteur des bergers. Le secteur des bergers, dans l'orientation d'aménagement, on ne va pas traiter tout le texte de cette orientation d'aménagement. Il est à votre disposition en mairie, mais je ne peux pas le passer entièrement là-dessus ce soir, parce qu'on est encore là à 3 h du matin. Le plus important, c'est ce qui est écrit dans cette OAP. Parce qu'on a le droit de faire du projet aussi avec de l'écriture. Qu'ensuite, on ait l'interprétation possible de cette écriture. C'est la compatibilité. Vous avez ici ce schéma, en bleu, tout le monde a deviné où était le centre commercial. Il y a eu plusieurs projets qui ont été travaillés. Il y a eu aussi un partenariat avec un opérateur qui avait été engagé précédemment. Il y a eu des tensions, il y a eu un projet qui a peut-être été réfléchi d'un côté sans forcément avec le centre commercial. Peut-être que les commerçants n'étaient pas prêts, je ne sais pas. En tout cas, on arrive aujourd'hui et on se dit, il y a les contacts qu'on peut avoir, se dire oui, on a envie de bouger, de participer à cette réflexion, à ce projet. Les données qui sont sur le parking, je dirais, vont être reprises. L'objectif ici, c'est de la production, on a dit, d'opérations touristiques. Il y a aussi un nombre d'opérations, il y a des mètres carrés qui ont été discutés. Il y a aussi des places de stationnement à réaliser, 450 places, qui n'est pas rien, aussi dans ces bilans-là, et il faut les instaurer. Ce qui n'a pas le manque d'échanges et peut-être de situations conflictuelles qu'il faut absolument dégonfler aujourd'hui, c'est la relation que peut avoir cette opération avec le centre commercial. Pourquoi ? Parce que forcément, il n'y a pas eu peut-être d'échanges, de discussions, les choses ne sont jamais simples, je ne dis pas qu'elles le seront à l'avenir. Mais s'il y a mobilisation des acteurs économiques de ce centre commercial pour participer à cette réflexion, il faut qu'on les écoute et qu'on essaye d'intégrer aussi leurs considérations et inversement les échanges. Ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire, c'est la tache jaune qui est là. Et cette tache jaune, qu'est-ce que c'est ? C'est une place publique, l'intention de créer devant le centre commercial une place publique qui reste à dimensionner, bien évidemment, dans le détail par la suite, et qui paraît important puisque c'est elle qui va faire le lien entre un projet de restructuration du centre commercial et un projet touristique qui pourrait se réaliser sur la partie du stationnement. Cet espace d'articulation est important. On peut même imaginer que dessous, on aura une partie du parking public qui puisse se réaliser. Il y a des petites pointillés jaunes qui disent quoi ? Qui disent que cette opération, il ne faut pas que ça soit une opération fermée.
On veut que moi, touriste ou moi, habitant, je puisse circuler librement à l'intérieur de ça. Et notamment partir du sud, remonter à travers cette opération, traverser la place, et pourquoi pas, si les réflexions qui sont en cours vont dans cette direction-là, rendre cette perméabilité avec le front de neige. Créer une rue intérieure, par exemple, où on pourra arriver jusqu'en haut. Des réflexions sont en cours, sans que la copropriété se mobilise. On réfléchit, on regarde techniquement comment on peut faire les choses. C'est une opération d'une complexité inouïe. Et c'est peut-être aussi, on sait très bien quand on est dans un centre commercial, on ne peut pas manifestement arrêter les activités comme ça, 2 ans, 3 ans, puis on reviendra un jour. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc il faut imaginer les choses avec le temps et donner aussi la possibilité de faire. Et aussi économiquement, parce que c'est d'une lourdeur incroyable. Et donc à partir de là, a été discutée la possibilité de pouvoir réaliser également au-dessus du centre commercial une opération touristique en accompagnement de sa réhabilitation et de sa restructuration. Donc on crée une dynamique ici qui va permettre demain peut-être de se retrouver avec une des polarités de la station, il y en a d'autres, hein, mais quand même mieux structurée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et peut-être aussi les intentions de libérer cet ensemble-là de tous les véhicules qu'on a sur le parking, etc. Il restera un point aussi qui est à discuter d'une manière importante, c'est toute la desserte automobile, l'accessibilité à cette opération, à ce centre commercial. Donc tout ceci doit être discuté avec les commerçants bien sûr, et aussi avec les opérateurs en face, en sachant qu'on a des contraintes importantes qui sont celles de la livraison, de l'accessibilité, peut-être la question du temps du stationnement rapide, etc., et l'accessibilité au commerce. On peut même aussi imaginer que ça peut faciliter les choses si j'ai du parking dessous directement sur cette place, de sortir au chaud et de rentrer directement dans le centre commercial. C'est un point qui reste à discuter. Tout ceci pour dire que on va vous montrer derrière deux illustrations possibles pour bien qu'on comprenne la compatibilité. Alors, première illustration, voilà. On a dessiné ici des petits carrés bleus qui sont là, qui peuvent être aussi des immeubles, des constructions, qui répondent à des critères d'hôtels, de résidences de tourisme. Une place publique, on retrouve le centre commercial. Et dans cet espace-là, on a affiché, vous voyez, cette lampe verte qui a plusieurs fonctions. Rendre des choses agréables, pouvoir circuler d'une manière piétonne, mais aussi l'hiver, assurer le retour skieur, c'est très important. Hein, je suis dans une station. L'accessibilité au stationnement public, qui pourrait en principe se faire principalement par le bas, puisque c'est là aussi que je vais arriver en voiture, mais qui doit se faire également possibilité par le haut, ou peut-être aussi par cette voie. Enfin, voilà, des points qui sont encore à discuter et à mettre au point, sur lesquels on laisse la porte ouverte. Par contre, il y a aussi affiché, on le dit dans le texte, parce qu'il y a eu des situations un peu conflictuelles à ce moment-là, c'est de faire attention que cette place publique reste ensoleillée et qu'elle n'ait pas d'ombre portée et qu'on ne ferme pas complètement le paysage et qu'on reste sur des percées paysagères qui sont intéressantes sur le grand paysage. C'est ce que dit l'orientation d'aménagement. Alors par exemple ici, j'en donne une réponse. On va montrer le plan suivant. Voilà. Et moi je peux dire aujourd'hui que pour moi, si je regarde ça, si on travaille sur ces deux thèmes, je peux dire que ces deux thèmes sont compatibles avec ce que dit l'orientation d'aménagement. Et comment ça se juge une compatibilité aujourd'hui? Parce que même l'État s'est gratté la tête, juridiquement, ça ne s'oppose pas, en fait. Rien ne s'oppose à ça. Voilà. Donc pour dire qu'on n'est pas là pour figer des plans masse, ce n'est pas l'objectif. Et le travail le plus compliqué aujourd'hui, il va démarrer dans une réflexion de mise en œuvre opérationnelle, avec un urbanisme qui soit plus opérationnel, dans le sens où beaucoup d'enjeux seront travaillés, peut-être dans le détail, faire des bilans financiers, il y a des équipements publics à réaliser, comment ça se passe, qui participe à quoi, quel rôle de la commune dans cette affaire, voilà, concernant cette opération. Deuxième sujet, qui est le secteur de l'éclose ouest.
La tache jaune que vous retrouvez, qui n'était pas dans le sujet, mais qui était intervenue ici, c'est vrai qu'elle mérite effectivement d'être mieux valorisée. Avec ici, ce qui a été imaginé, c'est de remplacer l'auberge ensoleillée par probablement aussi une autre construction qui laisse une ouverture beaucoup plus importante sur ce secteur-là. Vous voyez ce qui s'est passé avec la mise en place du TCSP sur ce secteur. Et puis, le périmètre de cette OAP, il va depuis l'éclose Est, le groupe scolaire, il remonte jusqu'au chemin de la Chapelle. Il prend bien évidemment tous les espaces qui sont autour de cette place Paganon et pour revenir jusque sur la route des Passos. Ici, vous avez l'élément rocheux, cette prédominance rocheuse et qu'il faut absolument préserver, et qu'on a mis en place ici, qui sera classé donc en zone N. Et dans cet espace-là, on a pour l'instant 3 patates qui sont mises en place, qui veulent dire quoi? La première, c'est que dans ce programme, il y a 2 résidences de tourisme à mettre en place, et il y a aussi un programme de travailler sur du logement permanent. Le logement permanent a été positionné en partie centrale, et les résidences de tourisme, il y en a une qui a été positionnée sur la route des Passos, et le deuxième plutôt en continuité de l'éclose ouest, à l'entrée de l'opération possible. Pourquoi ce choix au centre de ces parties chalets? Parce que là, on a de la faible densité. On est dans la partie du site, je dirais, qui nous donne à voir aussi sur le grand paysage, depuis la route de la Chapelle. Et donc, c'est important qu'on l'impacte le moins possible. Et dans les réflexions qui ont été conduites pour positionner la résidence de tourisme, il y a une hypothèse qui est inclue ici dans cette OAP qui permet de dire, les réflexions qui ont été faites, c'est de dire, on a peut-être un immeuble à construire, un immeuble pont qui vient à cheval sur cette route et qui vient une partie de son programme en haut, une partie de l'autre côté, qui nous permettrait aujourd'hui de préserver ces vues sur le paysage. 2 types de couleurs. Vous avez une route qui n'est pas à construire, la route des Passos, sur laquelle cette opération pourrait se desservir, c'est ce que ça veut dire. Et puis une route qui serait à créer en amorce, au-dessus de la partie de la gare haute. Et puis un autre très vert. L'ensemble chalet qui est là, il n'y a pas besoin de faire une 2 fois 2 voies pour aller construire là-bas. C'est pas l'objectif. Donc on est dans des choses qui sont plus nature en termes d'aménagement et plus simples. On retrouve nos cheminements piétons et nos liaisons piétonnes qu'on doit mettre en place, y compris les continuités skieurs. Alors vous allez dire en quoi ça concerne le chemin de la Chapelle. Le chemin de la Chapelle, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient en gestation là-bas. Il y a des bâtiments qui ne sont pas d'une grande qualité. Quand on y passe, ça devrait aussi pouvoir changer. Mais comment changer comment? Et c'est compliqué. Parce que là, les petits carrés qui sont là, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, je dois construire, c'est quoi le plus important? Que je continue à me promener sur cette route de la Chapelle, que je puisse continuer à voir le grand paysage, peut-être sous forme de fenêtres paysagères, que je vois encore quelque chose, que je limite le gabarit des constructions le long de cette route, et puis après je suis dans le trou. Donc si je commence à écrire ça dans un règlement et que je ne travaille pas sur un urbanisme de projet, c'est même pas la peine. On s'en sort pas. Donc voilà ce qui est inclus aussi dans l'intérêt, et puis c'est l'intérêt que cet espace-là, si les propriétaires le décident, bien évidemment, qu'il mute, qu'il évolue, et qu'il vienne en accompagnement de cette opération. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur ces 2 OAP. Peut-être montrer là aussi qu'on peut simuler ce qu'aurait pu être ici une organisation de ce type à l'intérieur de ce plan local d'urbanisme. Ça fait plus d'1 heure et demie le maire, je suis désolé, on a débordé, mais c'était un peu compliqué. Donc voilà ce qui vous attend. Ces documents-là sont, je vous rappelle, à votre disposition en mairie. Et puis, on va recéder la parole à monsieur le maire pour un temps d'échange et de questions probablement sur ce document, ou les interrogations. Et suivant que c'est la technicité ou la difficulté de la question, ça sera ou le maire ou nous qui répondrons, suivant que c'est technique, si c'est plus politique, ça sera lui.
Si c'est un peu plus technique, ça sera peut-être mieux. Voilà. Merci Ange, merci Charline. Vous avez la parole si vous avez justement des remarques ou peut-être des questions, sachant que pour bien comprendre ce qui a été dit là, vous avez vu les zones. Les zones, c'est quand même quelque chose de très précis. Là, vous les avez vues de loin. Ensuite, il faut regarder le contenu des zones. Il faudra regarder où vous êtes, si vous êtes concerné par une zone, de façon à pouvoir faire telle et telle remarque. Donc tout ça, ce sera au moment de l'enquête publique sans problème, puisque c'est fait pour ça.